prestation de serment de Donald Trump au Capitole. Et c'est de cette deuxième actualité dont on va parler avec notre invité ce matin. Il va faire un froid polaire aujourd'hui à Washington. Bouleversement du protocole, ce n'est pas depuis l'esplanade extérieure du Capitole que Donald Trump prêtera serment tout à l'heure, mais depuis l'intérieur du bâtiment. Si le lieu est plutôt inédit, le cérémonial, lui, ne changera pas. Le président élu jurera sur la Bible de sauvegarder, protéger et défendre la Constitution des États-Unis d'Amérique. Un événement diplomatique de premier plan. Des officiels, des chefs d'État, des personnalités du monde de la tech seront présentes, tout comme quelques personnalités politiques françaises, Louis Dauphren. Oui, en ordre dispersé pour ce qui représente la droite conservatrice en France. Alors, je ne sais pas si c'est un point extrêmement important parce qu'il y a quand même un parterre d'invités internationaux qui va marquer cette journée et qui dit quand même quelque chose de la manière dont Donald Trump envisage peut-être sa politique extérieure. Parce que c'est ça aussi qui est important et l'influence qu'il compte avoir sur nos nations et en particulier la France peut-être. Eh bien, on en parle ce matin avec une ancienne ambassadrice. Bonjour Sylvie Berman. Bonjour. Vous avez représenté la France en Chine, au Royaume-Uni, en Russie notamment. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. L'ordre mondial sera-t-il bouleversé aujourd'hui à 10h heure de Washington, comme certains le craignent et d'autres l'espèrent ? Alors, il est déjà bouleversé, en fait, parce que les discours de Trump sont performatifs, c'est-à-dire ce qu'il dit qu'il fera advient. Et il a dit qu'il voulait la fin des guerres. Il a insisté pour qu'il y ait une trêve à Gaza avant sa prestation de serment. C'est ce qui est arrivé hier, parce qu'il y avait un représentant de Donald Trump dans la délégation de l'administration Biden. Il avait annoncé le feu et l'enfer. Et en tout cas, c'est arrivé. Il a annoncé la fin de la guerre également en Ukraine. Alors, ça n'arrivera pas en 24 heures. Il a déjà parlé ou de 100 jours ou de 6 mois. Mais il n'empêche que l'Ukraine et la Russie se mettent en ordre de bataille pour être dans une position favorable au moment des négociations. Parole performative, n'est-ce pas ce qu'on attend d'un chef d'État ? Oui, mais c'est assez rare. Et puis là, ça a été avant son arrivée au pouvoir. En réalité, depuis son élection, sa voix compte plus que celle du président encore en exercice. Et il fait peur. Alors, il fait peur à la fois pour son imprévisibilité, mais également pour ce qu'il annonce qu'il fera. Et même sur le plan intérieur, vous avez des émigrés qui ont déjà commencé à partir. Et il a eu des contacts avec la présidente du Mexique, parce qu'il la menace par ailleurs de droits de douane et autres, qui finalement acceptent de reprendre des immigrés. Donc oui, les choses changent. Il fait ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait. Oui, en tout cas jusqu'à présent. Il y a autre chose qui est intéressant, c'est ce qu'il a fait en ce qui concerne TikTok, qu'il a voulu supprimer à une époque parce qu'il dit ça appartient au Parti communiste chinois. Et puis là, finalement, il invite Xi Jinping à son sacre. Parce que c'est un sacre plus que finalement une investiture, puisque c'est selon son bon plaisir. Normalement, il n'y a pas de chef d'État, et puis il invite ceux qui lui conviennent. Donc, et le vice-président chinois fera le vice-président chinois fait le déplacement, ce qui est totalement inédit. C'était pas possible, effectivement, pour Xi Jinping de venir, d'autant plus que le lendemain, il y aura peut-être des droits de douane très importants sur la Chine. Mais finalement, il réhabilite TikTok parce que TikTok lui a permis de gagner les voix des jeunes. Donc, il y aura une joint venture entre Américains et Chinois. Mais c'est intéressant, c'est là qu'on voit le deal maker aussi. Il dit, moi, je fais des deals. C'est un petit peu ça. Maintenant, tout ne changera pas après. Puis vous avez un état de grâce aussi, mais ça dure pas éternellement non plus. On a parlé du Mexique, on a parlé de la Chine. Quelles conséquences pour la France ? Alors pour la France, ça reste d'être un petit peu plus difficile, et pour l'Europe dans son ensemble, parce que il avait dit un jour pendant son premier mandat, les Européens sont des ennemis pires que la Chine, et je m'occuperai d'eux après. Donc il a annoncé d'ores et déjà des droits de douane importants. Notamment sur les vins et spiritueux, évidemment, sur les vins et spiritueux. Et donc évidemment, comme la France est le premier exportateur, ça risque d'être difficile. Et puis il y a toujours ces menaces de sanctions extraterritoriales, mais ça doit être géré à un niveau européen. Mais ça existe, les menaces de sanctions, quels que soient les présidents qui sont à Washington. Oui, tout à fait. Mais lui n'hésite pas à frapper fort. Mais c'est vrai que Biden a repris
les sanctions qui avaient été décidées pendant le premier mandat Trump. Et évidemment, on a toujours l'illusion qu'un président démocrate nous sera plus favorable. Les États-Unis, enfin les présidents américains, défendent des intérêts américains. Le fait qu'il emmène avec lui tous les géants de la tech, qu'est-ce que ça vous inspire, Sylvie Berman? Alors là aussi, il y aura sûrement des difficultés, puisque du côté européen, il y a une volonté de régulation, et d'ailleurs c'est un peu la vengeance d'Elon Musk aussi, ses interventions, ses ingérences dans les élections allemandes, ou également, alors le Royaume-Uni a quitté l'Europe, mais d'ailleurs le Royaume-Uni a beaucoup perdu, parce qu'avec le Brexit, s'éloignant de l'Europe, il pensait qu'il allait avoir une relation très privilégiée avec les États-Unis. On voit là que c'est pas du tout le cas. Donc il y aura des menaces quand on fournira. Il y a un blocus technologique vis-à-vis de la Chine. Et évidemment, si des entreprises ou françaises ou européennes, ce qu'elles ne font pas d'ailleurs, sont tentées de vendre tel type de puces à la Chine, il y aura des sanctions contre nos entreprises. C'est la raison pour laquelle, on a déjà eu, nos banques ont été touchées, mais ça, c'est une politique américaine et c'était la politique d'Obama également. Mais Donald Trump l'avait déjà dit quand une société de puces des Pays-Bas menaçait justement du transfert de technologie. Il a menacé tout de suite que l'OTAN cesse de procurer aux Pays-Bas le parapluie nucléaire, par exemple. Non, absolument. Puis on voit ces menaces sur le Danemark aussi, pour le Groenland, sur le Panama, etc. En tout cas, il n'hésitera pas à frapper fort. Mais ce qu'il attend aussi, c'est d'obtenir un accord favorable, peut-être dans un autre domaine. Mais sur les géants de la tech, on a Meta et Twitter et X qui se sont ralliés. Absolument. Alors qu'ils étaient, il y a quelques années, des opposants, aussi bien sur la vérification d'informations que sur le bannissement de Donald Trump de Twitter. Ça avait été quand même très, très, très dur. Maintenant, ça semble complètement éteint. C'est la loi du plus fort. Et effectivement, ils se sont ralliés parce que... Mais on pensait que les plus forts, c'était eux, que Mark Zuckerberg et Jeff Bezos versent $1 million pour la cérémonie d'investiture. C'est tout de même inattendu. Oui, tout à fait, parce que surtout Mark Zuckerberg qui était sur une position totalement opposée, mais encore une fois, c'est plus les géants de la tech qui ont le pouvoir, c'est le politique. Alors les géants de la tech ont le pouvoir avec Elon Musk. Parce que lui a des contacts avec tous les chefs d'État, il a des intérêts en Chine avec sa méga factory à Shanghai, et il parle finalement d'égal à égal avec eux. Laurent Billy, l'ambassadeur de France à Washington, sera présent tout à l'heure au Capitole. Que peut-il faire pour sauvegarder les intérêts de la France ? Ça avait été difficile pendant le premier mandat, donc il pourra toujours effectivement faire des démarches, mais... Qu'est-ce que peut faire un ambassadeur ? C'est beaucoup plus difficile avec Trump qu'avec un président entre guillemets normal, parce que quand vous êtes ambassadeur, vous n'avez pas nécessairement accès tous les jours au chef de l'État, mais vous avez accès à son administration. Et si l'administration a du poids ou peut prendre des décisions par elle-même, l'ambassadeur peut effectivement faire passer ses messages. Alors, je pense que ça sera différent. Pendant le premier mandat, l'administration était complètement mise à l'écart. Ils étaient souvent pas informés. C'était pas des fidèles. Cette fois-ci, c'est davantage des fidèles. Mais sur tous les sujets, la décision remontera à Donald Trump. Vous connaissez celui qui va prendre en main les affaires étrangères ? Alors, Marco Rubio, je le connais pas personnellement, mais je le connais, évidemment, de nom, de réputation. Puis j'ai entendu son audition au Sénat. C'est quelqu'un qui est rationnel, raisonnable. Alors, en même temps, il est très anti-chinois, alors que Elon Musk, lui, veut éviter qu'il y ait un conflit avec la Chine. Sur l'Ukraine, il a été très clair sur la volonté de paix, en disant que, de toute façon, les Ukrainiens ne pouvaient pas gagner, et que les Russes non plus, en ce sens qu'ils ne pouvaient pas récupérer toute l'Ukraine. Donc je pense que c'est quelqu'un qui peut avoir du poids. Quelle sera l'attitude de la France, selon vous, tout au long de cette mandature Trump, même si évidemment il y a un caractère imprévisible qui hypothèque toute prévision?
Oui, bien sûr. Bon, de toute façon, la France défendra ses intérêts, mais en même temps, Emmanuel Macron avait déjà établi des relations avec Donald Trump. Il l'avait invité à Notre-Dame pour la réouverture, et Donald Trump est venu. Et il a pu organiser une réunion avec également Volodymyr Zelensky. Donc la France continuera à se jouer ce jeu-là. Mais c'est pas aujourd'hui le pays le plus puissant en Europe, malheureusement. Quand on prend du recul justement sur ce pays le plus puissant par rapport aux années où vous-même avez été ambassadrice, Sylvie Berman, dans quelle mesure la France a-t-elle perdu du poids et comment cela se traduit-il dans les relations internationales ? Eh bien, la France a perdu du poids aussi avec la dissolution, parce que il y a une instabilité gouvernementale en France, et ça, bien évidemment, c'est perçu par tous nos partenaires, aussi bien en Europe qu'en dehors de l'Europe. Et puis, il y a la dette abyssale de la France et la situation économique. Un pays représente aussi le poids de son économie. Mais comment cela se traduit-il lorsque un ambassadeur deal avec un chef d'État ou avec son administration dans le bras de fer que cela peut représenter? Quel impact cela peut-il avoir? Parce qu'on pourrait aussi opposer que la France a été mise en avant avec Notre-Dame, qu'il y a aussi de l'actualité en France qui fait la grandeur de ce pays. Qui fait la grandeur de ce pays avec l'organisation des Jeux Olympiques, la réouverture de Notre-Dame, c'est vrai. Mais l'image donnée par le gouvernement, même si là, il peut y avoir peut-être pendant un temps un peu de stabilité, et quand même d'instabilité. Quand vous parlez à des étrangers, c'est la réaction qu'ils ont. Donc la France est souvent attendue parce que la France a beaucoup d'idées. En général, c'est elle qui a une influence au sein de l'Union européenne, qui pourvoyeuse effectivement d'idées, aux Nations Unies aussi, parce que les Nations Unies sont aujourd'hui un petit peu marginalisées, mais au Conseil de sécurité, c'est la France, souvent avec le Royaume-Uni, qui présentait 70% des résolutions. Donc il y a d'abord cette ingénierie diplomatique, le Quai d'Orsay est reconnu comme un des meilleurs services diplomatiques au monde. Maintenant, c'est pas... Mais le corps diplomatique, où en est-il, ce corps diplomatique? Il a été aussi affecté par la décision de supprimer le corps, en tout cas des ministres plénipotentiaires et des conseillers. Ça se rétablit? J'espère que ça se rétablira un jour. Parce qu'aujourd'hui, ça veut dire que quelqu'un qui fait une carrière diplomatique peut très bien se retrouver dans la préfectorale. Oui, et puis quelqu'un de la préfectorale peut se retrouver dans une ambassade sans avoir finalement... C'est quand même un changement énorme. C'est un changement. Je peux vous dire que tout le Quai d'Orsay était opposé. Bon, là, on n'a pas eu le choix, mais moi, je n'y suis plus. Mais comment l'expliquer? Il faut poser la question au président de la République. Je crois qu'il est assez tenté par le système des dépouilles américains, c'est-à-dire de nommer... qui il veut. C'est-à-dire de changer toute son administration à chaque fois qu'un nouveau président considère, vous savez, Donald Trump parle de l'État profond. Eh bien, le président de la République a aussi parlé de l'État profond il y a quelques années devant les ambassadeurs, avec le sentiment, ça veut dire qu'on ne serait pas loyaux, alors que les diplomates sont bien évidemment loyaux. Donc l'idée, c'est de caporaliser une partie de son administration. Je vous laisse la paternité de ce terme. Sylvie Berman, quand on est dans une ambassade, on sait que les Américains, les ambassades américaines écoutent. Il y a des grandes oreilles. Oui, bien sûr. Écoutent, y compris leurs alliés. Oui, tout à fait. Est-ce que nous, on les écoute aussi ? Alors, je ne vais pas répondre sur ce sujet, mais sans information, mais je pense que... Mais quand on est ambassadeur... Non, mais tout le monde écoute tout le monde. Alors, je peux vous dire que dans une ambassade, le problème, c'est de ne pas se faire prendre. Les Américains se sont fait prendre très souvent. Quand vous êtes dans une ambassade, dans un grand pays, alors à Washington, je ne sais pas, mais en tout cas à Pékin, à Moscou, vous avez ce qu'on appelle des chambres sourdes, c'est-à-dire les cages de Faraday. Et bien évidemment, quand vous voulez traiter de sujets confidentiels, vous le faites dans ces... C'est-à-dire qu'il y a une pièce. Il y a une pièce qui est complètement étanche. Vous avez recouru souvent ? C'était tous les jours à Moscou et à Pékin. Oui. Mais est-ce qu'il y a de l'écoute active ? C'est-à-dire, est-ce que l'ambassadeur peut demander à ses services au service de renseignement, tiens, je voudrais telle info sur tel aspect dans le pays où je suis ? Vous avez dans chaque ambassade un représentant de la DGSE qui reçoit des instructions de la DGSE, mais bien évidemment, l'ambassadeur peut lui demander de telle ou telle information. Et c'est l'ambassadeur qui a la main sur ce service-là ?
Oui, parce que y a une autorité de l'ambassadeur sur l'ensemble des services, mais en même temps, il y a aussi un lien direct avec la maison mère, la DGSE. Si l'on revient à l'investiture de Donald Trump qui aura lieu donc cet après-midi, vous disiez tout le monde écoute tout le monde sera aussi présent à côté de tout le monde tout à l'heure, ce sera donc à 10h de Washington, ce qui correspond à 18h heure française. Il y aura notamment Giorgia Meloni, la première ministre italienne, il y aura le président argentin Javier Milei, l'ancien chef d'État brésilien Jair Bolsonaro. C'est tout un pan du champ politique, plutôt très à droite, qui sera présent. Quelle analyse faites-vous de cette présence côte à côte de l'ensemble de ces personnalités? Est-ce que ça va donner aussi la direction des prochaines années de l'ordre politique mondial en termes de souveraineté, de politique diplomatique? En tout cas, ce sont des forces qui progressent dans l'ensemble des pays. Hein. On l'a vu en France, on le voit en Allemagne, on le voit en Roumanie, dans d'autres pays. En Brésil, c'est déjà arrivé, en Argentine aussi. Éric Zemmour sera présent, pas Marine Le Pen. Est-ce que ça dit aussi quelque chose de l'extrême droite en France ? Ça dit surtout quelque chose de la vision de Donald Trump. Et pour lui, je pense que le discours d'Éric Zemmour sur l'immigration, qui est beaucoup plus radical, lui convient mieux. Puis des contacts ont été pris depuis longtemps également, en particulier avec Sarah Gnafo. Donc, Sarah Gnafo, donc la compagne d'Éric Zemmour, qui elle aussi sera présente. Marion Maréchal également présente. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir une influence en France, la présence d'Éric Zemmour, Sarah Gnafo, ou ça va passer sous les radars? Est-ce que ça peut redonner de la visibilité au parti d'Éric Zemmour et même à Éric Zemmour qui a un peu disparu des écrans? Écoutez, je n'en sais rien. Moi, je suis pas spécialiste de politique intérieure, mais ce n'est pas ça qui changera les rapports de force en France entre les différents représentants de l'extrême droite ou de ce parti par rapport aux autres. Merci beaucoup Sylvie Berman d'avoir été notre invitée ce matin. Je rappelle d'ailleurs votre livre Madame l'ambassadeur de Pékin à Moscou, une vie de diplomate, aux éditions Talendier. Avec vous, nous revenons sur l'investiture de Donald Trump, dont on parlera également dans le débat du jour à partir de 9h10, débat entièrement consacré à cette investiture. On se demandera si une oligarchie prend forme en Amérique.